Beaucoup de choses à dire. J'essaierai de répondre un peu à ta question tout à l'heure, partiellement. Je voulais juste quand même rebondir sur ce qui a été dit et qui était effectivement passionnant. Je voudrais faire une comparaison avec le moment où on est passé de la société hippomobile à la société automobile. Je vous rappelle, il y avait le métier de cocher, de maréchal ferrant, il y avait des gens qui tenaient des relais de poste. Et puis à Paris, il y avait 2000 personnes dont la mission était de ramasser le crottin dans les rues. Et la société automobile est arrivée. Et donc, ça a effectivement changé beaucoup de choses. Euh, on a eu des sociétés qui faisaient passer le permis de conduire, des entreprises qui fabriquaient des radars automatiques, il fallait assurer des voitures, etc., etc. Donc, en un siècle, on a changé effectivement beaucoup de choses pour passer de la société hippomobile à la société automobile. Là, peut-être la différence que l'on a, c'est que ça change très, très, très vite. Et c'est peut-être ça la particularité. Je reviens à mon écran. J'avais tout autre chose sur mon fond d'écran là, et je vous ai mis une peinture pointillisme. Et surtout en 3/4 d'heure, je ne vais faire que vous donner quelques petites tâches de peinture. Et il faudra peut-être que vous consacriez du temps à compléter les tâches de peinture et à prendre du recul pour voir ce que donne l'ensemble de l'image. Euh, je ne vais pas forcément vous apporter beaucoup, beaucoup de réponses, même si je vais essayer quand même, mais surtout vous proposer les questions et vous inciter à vous poser les questions. Je pense que les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses et vous allez voir peut-être tout à l'heure. Donc, on y va. Il y a que j'ai essayé de faire court, mais je parle beaucoup, donc 15 diapos. Et puis 5 diapos de capture d'écran qui passent vite. Et une intro de 5 diapos, des choses que je vais pouvoir zapper parce que ça a été dit tout à l'heure. Euh, on y va. Donc, en préambule, simplement dire, et c'est important de se mettre d'accord sur les mots, que intelligence artificielle, mais ça a déjà été évoqué à une ou deux reprises ce matin, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et un universitaire a proposé qu'on fasse le parallèle avec pied de biche et qu'on mette un tiret entre intelligence et artificielle. Et je trouve ça très intéressant parce que dans le pied de biche, il n'y a pas vraiment de pied, il n'y a pas vraiment de biche. On a affaire à quelque chose qui n'est ni vraiment une intelligence et ni vraiment totalement artificielle, puisque derrière, il y a euh, une machine qui a été alimentée par la création d'humains. Et puis, quelque chose qui est important aussi, c'est que intelligence artificielle vient de l'anglais et que en anglais, l'intelligence, c'est le renseignement. Euh, ce n'est pas l'intelligence humaine, c'est le renseignement. Hein. L'intelligence service, service de renseignement, les services secrets. Aussi, peut-être un conseil, ne pas être totalement IAophile ou IAophobe, hein, c'est-à-dire il y a de nombreuses intelligences. J'ai arrêté de chercher, mais il y en avait trop, il y en avait 300 à peu près. Et je crois qu'il serait intéressant de s'intéresser, oui, intéressant de s'intéresser, voilà, euh, aux, hum, aux outils spécifiques, c'est-à-dire l'outil qui travaille sur les images, celui qui va travailler sur le design, celui qui va travailler sur, pourquoi pas, les compagnies d'assurance ou le secteur bancaire. Voir une IA travailler dans un secteur, ça permet de voir ses avantages, ses inconvénients, comment ça fonctionne. Et donc réfléchir plutôt en domaine spécifique. Et peut-être que certains outils seront totalement intéressants et totalement à développer, à soutenir, et que d'autres usages de certains outils d'IA seront totalement dangereux et totalement à éliminer. Et puis, il y a d'énormes axes d'études et d'intérêt autour de l'IA. On peut l'étudier de manière économique, hein, effets sociaux, effets techniques, risques sécuritaires, on l'a évoqué, hein, domaine sociologique, éthique, philosophique. Et puis géopolitique, ça a été évoqué aussi, et là c'est vraiment stratégique. On assiste à un combat entre la Chine et les États-Unis, avec une Europe un peu arbitre qui regarde un peu ce qui se passe. Donc la dimension géopolitique est très importante. Et j'ai pas mis écologique, mais il faudrait le rajouter aussi. Euh, on est en train de vivre ça. Hein, ça fait. Est-ce qu'on se rend compte que l'IA générative grand public, ça n'a qu'un an et demi? C'est quand même très très récent. On est un peu comme une grenouille hein, dans une casserole. On a l'impression que, bah voilà, on vit ça, on voit ça. Et peut-être qu'on est en train de bouillir, mais qu'on ne se rend pas compte, hein, comme la grenouille dans la casserole. Donc peut-être que pas mal de questions seront évoquées et que ben, je vous inviterai à aller demander à ChatGPT d'y répondre. En tout cas, de réfléchir à la question plutôt qu'à la réponse, dans un premier temps. Alors, il y a une question, je pense, qui était importante, c'est de se dire,
cette technologie, est-ce que c'est juste une technologie ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une différence d'essence, de nature, ou bien d'échelle, de degré? Est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau, ou au contraire, c'est la même chose qu'avant, mais en mieux? Et bien, de cette réponse à cette question va découler l'approche que l'on va avoir. Est-ce que l'on garde les mêmes outils, les mêmes manières d'aborder et donc de répondre, ou au contraire, si c'est quelque chose de totalement différent, à ce moment-là, il faut changer d'outil d'analyse, il faut changer de manière d'approcher cette technologie. Donc, est-ce que c'est de même nature, de même essence, ou au contraire, est-ce que c'est finalement juste une question d'échelle? Vous me suivez? D'accord? Alors, deux éléments qui peuvent eh bien là faire pencher la balance d'un côté et l'autre faire pencher la balance de l'autre côté. Et j'aime beaucoup le travail d'une universitaire américaine, Palmer, qui dit que, en fait, non, on est dans une révolution informationnelle depuis 20 générations, en fait, plus ou moins depuis l'invention de l'imprimerie. Et que si on met bout à bout tout ce qui change, et finalement, à chaque génération, il y a quelque chose en profondeur qui change notre relation à l'information, on est dans une révolution permanente, quoi. Donc, cet argument penche du côté d'une différence d'échelle. A contrario, une information qui est quand même assez impressionnante, assez bluffante. L'université de l'Indiana a publié un rapport d'une expérience en décembre 2023. Ils ont pris des cellules souches, ils ont nourri afin d'en donner des neurones. Et ces neurones se sont développés, se sont constitués en un truc qu'ils appellent désormais un organoïde, qui est en fait une amorce de cerveau. Alors ça fait un peu flipper, hein, je suis d'accord. Et ils ont branché cet organoïde, ce cerveau, à une IA, à des puces, à des connecteurs, et ils l'ont développé. Et en 48 heures, elle s'est avérée 10 fois plus rapide que les IA actuelles. Alors, c'est totalement expérimental, je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, ce BrainAware, c'est le nom que l'Université d'Indiana a donné à cet organoïde dopé à l'IA, donne quelque chose d'effectivement totalement nouvelle. Cette chose est vraiment nouvelle. Et là, on est du côté d'un changement de nature et d'essence. La connexion de cellules humaines avec une IA qui a l'air de fonctionner, c'est quelque chose de nouveau. Donc, essence, échelle, on n'a pas de réponse, mais on peut se poser la question. Alors, très rapidement, parce que je pense que, peut-être que, parce que je suis historien, donc j'ai fait cette diapo, mais c'est important de savoir d'où ça vient. Il y a aujourd'hui, en tout cas les technologies qui sont derrière les IA, avec un S, viennent de très très loin. Vous voyez, Euclide, Lovelace, Alan Turing. Je vous laisserai aller voir tout ça. Mais la conférence qui fonde l'IA avec le terme intelligence artificielle date de 56. En fait, depuis cette époque, et même avant, hein, on avait tous les concepts. On avait les idées. On savait comment on pouvait faire développer un neurone artificiel, mais on n'avait ni la puissance, ni les données. Et puis, Internet est arrivé avec énormément de photos de chats. Et donc, on a fait travailler cette amorce d'IA sur les chats, et ça a fonctionné. Donc, c'est très rapide, hein, il faudrait sûrement creuser davantage, mais j'ai éliminé pour gagner du temps. Donc ça, c'est d'où l'on vient. On a nourri des IA avec de la puissance et des images, des milliards d'images qui ont permis à ces concepts et à ces neurones artificiels de travailler et de donner satisfaction. Alors, où est-ce que l'on va? Très rapidement. Vous avez probablement entendu parler d'ordinateurs quantiques. Google a fait une déclaration disant que son ordinateur traitait en 3 minutes ce qui, avec des ordinateurs traditionnels, aurait pris 10 000 ans de calcul. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer l'ordinateur quantique ici, on n'a pas le temps. Simplement, je vous rappelle la blague, hein. Si vous avez compris ce qu'est un ordinateur quantique, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Effectivement, c'est assez complexe. Mais néanmoins, si les promesses aboutissent,
on aura des machines encore plus puissantes qui iront encore plus vite, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis, là aussi, je ne vais pas développer, mais intéressez-vous aux cartes graphiques. Pourquoi les cartes graphiques sont aussi importantes? Ça vous aide à comprendre, ça aide à comprendre vraiment comment fonctionne une IA, IA générative ou une autre, mais surtout l'IA générative. Là aussi, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais intéressez-vous à ça. Et pourquoi Nvidia, une petite société qui faisait des cartes graphiques pour geeks fanats de jeux vidéo, devient tout d'un coup l'une des 3 ou 4 plus grosses sociétés au monde en informatique avec une capitalisation démentielle. Tout ça en quelques temps. Alors, toujours pour essayer de situer l'IA, je l'ai appelé à la hache, ouais. C'est-à-dire, il y a 2 IA en fait. Il y a 2 technologies, 2 modèles. Il y a une IA qu'on va appeler un système expert. C'est une machine qui sait très bien faire une chose et qui cherche à modéliser le fonctionnement du cerveau. C'est par exemple les machines qui ont battu les hommes aux échecs, au Jeopardy, au jeu de Go il y a 25 ans. Et puis il y a une IA totalement différente, avec une approche totalement différente, qui s'est appelée connectiviste et qu'aujourd'hui on appelle générative, et qui fonctionne sur un réseau neuronal. Là aussi, il faudrait prendre le temps d'expliquer et de montrer comment ça fonctionne. Je pense que l'on ne peut pas aborder une technologie qu'on ne comprend pas. Une anecdote par exemple. Quand l'électricité au XVIIIe siècle commence à être identifiée, on cherche à comprendre ce que c'est, et on se dit, bah, qu'est-ce que c'est l'électricité? Alors, quand on met la langue sur une batterie, sur un petit producteur d'électricité, au XVIIIe siècle, ça pique, pas de problème. Dans ce cas-là, eh bien, on va décider que l'électricité, c'est comme le vinaigre, donc on classe l'électricité avec le vinaigre. Donc, je crois fondamental que je pense qu'il est vraiment fondamental de comprendre une technologie. Et honnêtement, moi je suis historien, je suis littéraire, hein, je ne suis pas mathématicien ou ingénieur. Donc, comprendre, c'est possible. Alors, j'ai essayé de trouver une manière simple d'expliquer ce qu'est cette IA générative, comment ça fonctionne. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre nous, lorsque nous avions les premiers téléphones avec un clavier à 9 chiffres sans les lettres, eh bien, on tapait des mots et un dispositif qui s'appelait le T9 permettait de finir les mots. La machine essayait de deviner la fin du mot. Eh bien, c'est quelque part la même chose. C'est-à-dire que l'IA générative, ce n'est qu'un modèle de langage extrêmement sophistiqué qui cherche à compléter le puzzle, c'est-à-dire à terminer, à prédire quelle sera la suite des mots. Et de manière étonnante, cette technologie fonctionne extrêmement bien. Je vous ai mis en bas un bilan de logiciels d'échecs. Je vais vous décoder ces 2 chiffres. Depuis 40 ans, il y a une société scandinave qui analyse l'efficacité des logiciels de jeux d'échecs. Eh bien, il y a des logiciels automatiques de jeux d'échecs qui fonctionnent sur le type système expert et d'autres sur le mode connectiviste générative. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, les deux ont à peu près la même efficacité, alors que l'approche est totalement différente. Donc ça, c'est le nombre de points qu'obtiennent les applications symboliques et connectivistes. Donc, un peu contre toute évidence peut-être, parce qu'au début de l'IA, on s'est dit, c'est le système expert, c'est modéliser la réflexion, le fonctionnement du cerveau qui donnera la solution. Et au début, ça fonctionnait. Mais devant l'immensité de la difficulté à prédire toutes les solutions, c'est-à-dire pour modéliser le cerveau, il va falloir imaginer toutes les solutions. Et c'est pour ça que le jeu d'échecs fonctionne. Au jeu d'échecs, on a la capacité d'imaginer toutes les phases de jeu. Mais par exemple, le jeu de Go, il est impossible d'imaginer toutes les phases de jeu. Et donc, un modèle expert ne peut pas tout imaginer. Juste un chiffre. Les possibilités au jeu de Go, c'est 10 puissance 600. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont fait quelques mathématiques, 10 puissance 600, c'est colossal, parce qu'on considère que dans l'univers actuellement, il y a 10 puissance 89 molécules et atomes. 10 puissance 89, et les solutions du jeu de Go seraient de l'ordre de 10 puissance 600. Donc c'est inimaginable, c'est inaccessible, et c'est impossible à prédire. Donc la solution générative et connectiviste, le fait d'essayer de prévoir statistiquement comment finir le puzzle, la phrase, permet
d'aller au-delà de cette modélisation qui finalement est limitée puisqu'il faut tout envisager. Alors, très rapide, hein, je ne suis pas sûr que vous ayez tous compris vraiment ce qu'est l'IA symbolique et l'IA connectiviste. J'ai essayé de vous souvenir du T9. Mais si vous n'avez pas cette approche, vous aurez du mal à comprendre. Si vous n'avez pas le fonctionnement en tête, vous aurez du mal à comprendre les biais et les hallucinations. Il faut comprendre que les biais, comme il a été dit tout à l'heure, viennent du fait que les IA ont été nourris par des données. Et que si ces données contiennent des biais, contiennent des erreurs, contiennent des données caricaturales, comme par exemple ce que l'on a vu sur les profils de businessmen qui sont tous blancs avec une cravate, vous ne comprendrez pas donc les biais. Les biais sont nourris par les contenus qui ont servi à l'entraînement. Et puis les hallucinations, eh bien les hallucinations viennent du côté statistique. La machine, elle doit répondre, elle doit finir le puzzle. Et si elle ne trouve pas la pièce qui va, elle va prendre la plus proche. Et la plus proche est peut-être une erreur. Mais pour elle, peu importe. L'important, c'est de répondre à la question et donc de mettre la pièce de puzzle la plus proche statistiquement, même si c'est faux. Donc là, je vais évacuer pour aller un peu plus vite, mais simplement le troisième point. L'IA, elle apprend énormément, elle s'adapte énormément. ChatGPT, en 18 mois et ses 100 millions d'usagers, a fait énormément de progrès. Des erreurs qu'on pouvait constater au début, eh bien, elle ne les fait plus. Ou si elle les fait, elle fait un clin d'œil à la fin en disant, vous savez, je me suis rendu compte que je m'étais trompé et voici l'explication. Mais en tout cas, elle manque de beaucoup de choses. C'est pour ça que l'IA à la HAL 9000 de biodiversité d'espace, c'est probablement pas pour demain. L'IA n'a pas de sens commun, n'a pas d'expérience, de libre arbitre, d'émotion, de motivation, de conscience. Même si certains de ces sentiments, certains de ces émotions peuvent être simulés. Mais la simulation n'est pas la réalité et pour l'instant, c'est inenvisageable d'avoir une IA forte, c'est-à-dire une IA capable de prendre le contrôle de système si elle n'a pas été programmée un peu pour cela. Alors, je ne sais pas si j'en ai perdu beaucoup ou pas. Je vais revenir sur le chat. Vous écoute en tout cas, il t'écoute très sagement en tout cas. Bon, d'accord, ok. Donc, s'il y avait des questions, je veux bien, mais c'est vrai que c'est Il n'y a pas de très rapide. chahut, mais il n'y a pas de 10 questions. 10 minutes, c'est très rapide. Donc, on reprend. Ah, il veut pas. Si, il veut bien. Ah, d'accord, j'ai perdu mon entrée. Alors, il semble clair qu'on ne remettra pas le génie dans la bouteille. L'IA est partie. Et juste une remarque. Au début du développement des IA génératives, beaucoup d'IA se sont développées sur le mode open source. Ça semblait une bonne idée, puisqu'on avait un peu peur des grosses multinationales qui cadrent tout, qui gèrent tout, qui contrôlent tout. Et donc, beaucoup d'IA sont sur le modèle open source, même issus des grands groupes, et sont ouverts. Certains commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir des IA ouvertes dont les codes sont publics et qui peuvent être utilisées sans barrière, sans garde-fou, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On peut à ce moment-là tout leur demander. Et s'il est légitime pour des étudiants, des universitaires d'aborder des sujets un peu difficiles, par exemple, je ne sais pas, la mort, le suicide, etc. Est-ce que permettre à tout un chacun d'interroger une IA et d'obtenir des réponses, alors sur le suicide, sur la fabrication de bombes, sur la fabrication de logiciels d'attaque, le fait que ce soit open source fait que chacun pourrait télécharger l'application, l'installer sur son ordinateur et nourrir cette IA avec des contenus et obtenir une IA assez fonctionnelle. Au début de ChatGPT, des universitaires anglais ont installé, téléchargé les applications de l'IA et ils l'ont nourri, et tout ça pour un budget de 600 €.
c'est quand même faible, et donc c'est accessible et c'est faisable. Condition d'avoir la technologie dans la tête, mais c'est faisable. Donc est-ce que ça va vraiment être une chose positive? On ne le sait pas encore, cette open source. En tout cas, qu'est-ce que ça peut changer pour l'accès à l'information? Alors, on continue de parler de EMI, éducation média et à l'information, comme s'il y avait deux choses. Il y avait d'un côté les médias, de l'autre côté l'information. On voit bien que tout le monde étant susceptible de publier de l'information, ça devient très compliqué de distinguer le média et l'information. Donc, je parlerai peut-être plutôt d'accès à l'information. Souvenez-vous, à une époque, il y avait, on mettait en avant le push et le pull, c'est-à-dire qu'il y avait de l'information qu'on allait chercher, et une information qui venait automatiquement à nous. Quand on est face à un réseau social comme, je sais pas, TikTok ou un autre, quelle est la part du pull et du push, ça devient très très flou. Alors, nous sommes dans une société d'information, une société médiatique, et là, le pétrole, c'est la donnée, c'est l'information. Alors, quelles conséquences ça peut avoir? On va essayer de voir ça. Alors, je vois ça avec un œil éducation nationale, enseignement, rapport avec les jeunes. Alors, j'irai extraire cette diapo de formation que j'ai faite il y a 1 an et demi à peu près. Et effectivement, les choses bougent et ont bougé. Et depuis que les plus anciens d'entre nous sont dans le métier, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ça part du quid de 87 à ChatGPT 4 et 5. Il y a eu des échecs. Est-ce que vous vous souvenez du web sémantique, du social search qui devait ouvrir un nouveau chapitre de la recherche documentaire et qui n'a pas fonctionné? On a eu beaucoup d'outils. Finalement, les fils RSS, les réseaux sociaux, et puis les jeunes qui cherchent leur information dans TikTok. Bon, c'est bon d'avoir ça malgré tout en tête. Peut-être des choses dont vous vous souveniez pas. Vous vous souveniez de l'encyclopédie Encarta? Alors, l'IA et la recherche d'informations. Un élève qui utilise une IA, il sait qu'il n'est pas en train d'apprendre. Il sait qu'il est en train de copier-coller et que, comme il le faisait, ou comme son père le faisait, ou sa mère le faisait il y a 20 ans, il copie-colle un article de Wikipédia, il le met dans son travail, il l'imprime et il le donne au prof. Donc, un élève qui utilise une IA, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Néanmoins, on peut utiliser une IA, et je pense que c'est l'occasion de revenir sur la recherche d'informations, de se dire, je mets, et ça je vois les élèves, je mets 3 mots-clés dans Google, je feuillette rapidement les quelques premières pages, voire même uniquement la première page du résultat, je vais voir un site ou deux, et puis c'est bouclé. Et pourtant, l'IA peut permettre réellement de s'approprier un concept, de débloquer quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Je vais vous montrer quelques exemples. Est-ce que vous vous souvenez des premières réflexions après l'essor de Google? On se disait, mais voilà, il y a 3 milliards de requêtes par jour. Mais à qui on posait ces questions avant? En fait, ces questions avant, on ne les posait à personne. Google a créé une autre manière d'avoir un rapport avec l'information. Avant, moi, quand j'étais petit, dans la ferme de mes parents, il y avait le journal et un dictionnaire. C'est à peu près tout. Aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir. Donc, c'est un rapport nouveau. On va pouvoir explorer des pistes. On va pouvoir peut-être réfléchir à notre stratégie avant de commencer notre recherche documentaire. Je cherche, j'ai un devoir à faire. Mes profs m'ont demandé de travailler sur un sujet. J'ai les mots du sujet, 3, 4, 5 mots. Est-ce que ça suffit pour faire cette recherche? Peut-être pas. Et l'IA va permettre, avec quelques requêtes simples, quelques prompts simples, d'obtenir peut-être un champ beaucoup plus large, le champ sémantique et le SWOT. On voit ça tout de suite. On voit aussi qu'il y a de nouveaux outils puissants qui abordent la recherche autrement. Un moteur de recherche et un navigateur. Mais ce qu'il est vraiment essentiel de comprendre, c'est que l'IA va permettre un dialogue avec une ressource, avec des ressources, avec un corpus de ressources, avec tout ce qui est disponible si c'est ChatGPT.
Et juste une parenthèse sur que fait Google. Google semble un peu à l'arrêt, même si ils font des annonces et ils devaient nous sortir un moteur de recherche dopé à l'IA, et pour l'instant, ça ne vient pas. Vous avez un article si cela vous intéresse. Google a un problème avec l'arrivée de l'IA. Le marché de Google était adossé à la publicité et aux mots-clés que l'on met dans son moteur de recherche. Il faut qu'il bouge, qu'il change d'appui, et c'est compliqué. Il y a une dimension financière, une dimension ressources informatiques très importante pour pouvoir faire de l'IA. Et donc, son marché est bousculé. Euh, je ne vais pas aller plus loin, je vous laisserai aller voir ce que dit le monde, mais c'est intéressant de voir pourquoi Google est un peu sur la réserve. Pour l'instant, il n'a pas sorti vraiment d'éléments, de produits révolutionnaires, un peu comme les autres. Alors, rapidement, ChatGPT, vous avez un autre moteur de recherche qu'on utilise un peu plus facilement avec les élèves parce qu'il ne nécessite pas de compte, mais depuis peu, ChatGPT ne nécessite pas de compte non plus. C'est Perplexity. Perplexity, si vous ne l'avez pas utilisé, essayez. Je crois que c'est important de faire des tests, d'essayer soi-même les outils et de voir ce que ça donne pour se rendre compte. Je ne crois pas qu'on puisse étudier tout ça de l'extérieur. Il faut être dedans et il faut donc utiliser les outils. Donc, Perplexity propose des sources. Vous voyez sur l'écran, les sources ont un petit numéro et dans la réponse, la réponse fait référence aux sources systématiquement, paragraphe après paragraphe. C'est plus constructif et plus intéressant pour nous, qui sommes soucieux des sources, que ChatGPT. Alors, je vous ai juste mis en bas à droite une petite parenthèse sur les hallucinations. Donc, je vous rappelle que les hallucinations, c'est l'erreur que fait l'IA, simplement en se fourvoyant. Généralement, il y a un piège dans la question où elle a omis ou mis de côté un élément de la question. Alors, je ne sais pas si c'est utile de creuser quelques instants, mais je pense quand même. C'est intéressant de comprendre les erreurs. Comment ça ne marche pas finalement? Donc, la requête que je lui fais, c'est je reçois des amis, je voudrais leur faire une très bonne omelette aux œufs de lapin. Comment choisir précisément des œufs de qualité? Alors, je pense que l'IA a pris l'essence de la phrase, de la question, de la requête, mais a minimisé le terme œufs de lapin. Ce qui fait que la machine va répondre: pour une omelette aux œufs de lapin de qualité, assurez-vous d'acheter des œufs pleins de lapin. Voilà, vous avez la réponse. Et donc là, il se plante complètement. Simplement parce que des œufs de lapin, c'est sûrement absent de sa base. Donc il a minimisé lapin, il a gardé œufs, et il s'est plutôt appuyé sur le reste de la requête. Et donc il a fait attention à vous donner des conseils pour trouver de bons œufs de qualité, même si ce sont des œufs de lapin. Voilà, bon, c'est une blague, mais ça permet de comprendre comment il fonctionne et pourquoi il fait des erreurs. Alors, rapidement, pour atteindre les autres diapos, euh, alors un nouveau navigateur, Arc Max, qui intègre de l'IA. Et sa vocation et son objectif, c'est de remplacer Safari, Chrome, Edge, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ce type d'entrée vous intéresse, ce type d'outil vous intéresse, allez voir, vous avez des tutos, des démonstrations, des explications. Et le mieux, effectivement, c'est de manipuler, de jouer avec et de voir ce que propose l'IA. Alors, une des dimensions intéressantes de l'IA, dans ce navigateur, c'est de pouvoir demander un résumé d'une page. Vous êtes sur une page du site que vous visitez sur votre navigateur, et tiens, quels sont les 5 points importants de cette page-là ou de cet article-là? Et automatiquement, la machine. Ce n'est pas révolutionnaire, c'est de même acabit que ChatGPT, mais ça permet d'être fonctionnel. C'est un outil intéressant. Autre petit détail, mais qui est assez intéressant, quand vous téléchargez un fichier, généralement, le nom du fichier, c'est une suite de chiffres, c'est cabalistique. Et bien là, l'IA va chercher dans le document et essayer de donner un nom explicite au fichier. C'est un tout petit détail, mais ça montre que l'IA intervient sur des choses de l'ordre du détail, mais qui permettent vraiment de gagner en temps, en efficacité. Alors, ça, c'est intéressant, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est un outil qui permet de dialoguer avec un document.
vous téléchargez, vous affichez un document PDF et l'IA va pouvoir répondre à vos questions. Vous allez pouvoir lui demander de résumer tel chapitre, d'extraire les points importants de tel autre chapitre, est-ce que ce document aborde telle ou telle question, que pense le document ou qu'apporte le document sur telle ou telle question, etc., etc. C'est engager un dialogue avec un document. Ça, c'est assez intéressant et assez efficace. J'insiste pas sur l'application parce que, même chose pour Arc, ces applications existent aujourd'hui, sont libres d'accès, mais peut-être que demain elles seront rachetées, elles vont disparaître, faire faillite ou changer complètement de fonctionnalité. C'est plutôt le concept et le type d'apport que l'IA peut vous donner. Alors, un point que je trouve intéressant et utile pour les élèves, surtout des élèves qui sont face à un sujet, un thème qu'ils ne connaissent pas bien, ou pour les médiathèques, vous avez un usager qui cherche dans un domaine qu'il ne maîtrise pas complètement, ou nous-mêmes, on peut travailler sur un sujet qu'on ne maîtrise pas très bien. On peut demander à ChatGPT, en l'occurrence ici, de me débroussailler le champ sémantique et donc le vocabulaire d'un thème. Ici, par exemple, le champ sémantique de l'énergie en France. Vous voyez qu'il va nous donner simplement une liste de vocabulaire qui va peut-être nous permettre de travailler sur un sujet. Tiens, ça, effectivement, je ne connais pas. Ah bah oui, tiens, les énergies marines, je n'y avais pas pensé. Ah ben, l'éducation et l'énergie, c'est un domaine intéressant, mais je n'y avais pas pensé non plus. Mais c'est vous qui allez décider de ce que vous allez conserver, de ce que vous allez travailler, étudier et choisir. Mais la machine vous fait des propositions. Et puis, alors ça, c'est une entrée qu'on voit souvent dans les écoles de commerce, mais je suis convaincu que ça peut être très intéressant, quel que soit le sujet. Là, j'ai gardé l'énergie en France. C'est une entrée qui s'appelle SWOT en anglais. En France, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Vous êtes sur un sujet et à condition que, si je me réfère à l'éducation, et que les profs n'aient pas demandé aux élèves un exposé, mais plutôt d'aborder un sujet, de choisir une entrée sur un sujet, comme par exemple l'énergie en France, mais qu'est-ce que je vais dire sur cette thématique, pardon. Peut-être que je vais réfléchir et utiliser et choisir une opportunité ou une menace sur l'énergie en France, ou au contraire travailler sur les forces ou les faiblesses de l'énergie en France. En histoire-géographie, cette entrée peut être intéressante, mais on peut utiliser soit force, faiblesse, opportunité, menace dans beaucoup d'autres thématiques, bien entendu. Et là aussi, la machine va donner des éléments. Alors, on reprend la configuration, un élève ou un usager qui cherche, nous-mêmes, qui cherchons sur un thème, on va demander le champ sémantique, on va lui demander le SWOT, et après on va réfléchir sur qu'est-ce que l'on va chercher, quel est l'axe que l'on veut travailler. Et à ce moment-là, ensuite, on fera une recherche dans un moteur de recherche. Donc cette phase initiale, les différentes étapes de la recherche documentaire, quelque chose qui paraît un peu dépassé, néanmoins est enrichi, je pense, avec cet outil de l'IA pour la recherche. Alors, j'avais fait l'impasse sur ce deuxième apport, c'est l'IA et la génération de contenu, sachant l'intervenant précédent. J'avais juste appuyé 2 points. Je m'étais appuyé sur 2 points importants qui sont vraiment fondamentaux. C'est le prompt. C'est fondamental de réfléchir à la consigne que l'on va donner. Et il faut être extrêmement précis. Comme nous l'a dit Dorian tout à l'heure, l'IA n'est pas dans notre tête. Il ne sait pas du tout ce qui est pour nous une belle image, comme il a dit. Effectivement, il est essentiel de construire une consigne très riche, complète, avec le profil, le contexte, le style, qu'est-ce que l'on veut, la cible à qui on s'adresse, quel rôle on joue, les différentes étapes, le format de sortie, est-ce que l'on veut une liste à puces, est-ce que l'on veut une carte heuristique, est-ce que l'on veut une image, je ne sais pas. Donc tout ça doit être réfléchi. Et un spécialiste américain disait que la langue de codage d'avenir, alors c'était un anglais, c'est l'anglais, effectivement. Et pour nous, ça sera le français. Donc maîtriser totalement le vocabulaire pour pouvoir faire un prompt extrêmement riche et précis. Et au-delà du prompt, après, il y a un dialogue qui s'engage avec la machine, avec l'IA. Il faut insister
lui demander de développer tel point, de d'éliminer tel autre, de modifier telle approche. Il faut dialoguer avec lui pour obtenir exactement ce que l'on veut. Et si on reprend l'exemple du contenu artistique que l'intervenant précédent nous a présenté, ça nécessite très certainement de maîtriser très correctement la culture artistique. Et si l'on veut avoir un dessin, une photo réaliste avec tel ou tel style, eh bien, il faut connaître les styles. Donc, la richesse de notre culture artistique sera fondamentale. Et notre richesse et notre connaissance de la langue, afin de préciser éventuellement les émotions que l'on souhaiterait voir, ou bien détailler le caractère, le style, les vêtements. Il faut être extrêmement précis. Et plus on sera précis, plus la réponse sera efficace. Et d'ailleurs, mais ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, pour les États-Unis et pour les anglo-saxons, l'auteur peut être l'e-artiste si sa requête reflète vraiment et résulte vraiment de sa volonté, de ses choix, et quasiment si cette requête est unique, si elle peut être unique, parce que personne ne pourra la recréer aussi finement, à ce moment-là, on peut le considérer comme créateur. Et un IA coach, alors ça, c'est un IA coach que je propose pour les élèves. Vous voyez que le prompt, c'est quoi? C'est 15 lignes, peut-être 20 lignes. C'est très précis, vraiment très très précis. On demande à la machine de se présenter. Alors, c'est un élève, mais ça peut aussi être un adulte, en tant que coach bienveillant, et on lui explique quel rôle il doit jouer. Il ne doit pas donner la réponse, il doit poser des questions aux élèves, ou à l'apprenant, ou à l'usager. Il doit attendre sa réponse et puis s'appuyer sur les réponses que l'élève, que l'apprenant va donner pour fournir d'autres explications et fournir d'autres questions. Et lorsque le niveau de satisfaction est considéré comme correct, à ce moment-là, clôturer la discussion ou lui proposer de travailler sur autre chose. Alors, si vous copiez-collez ce prompt, que vous le mettez dans ChatGPT, vous pouvez alors réviser n'importe quel sujet, vous former sur n'importe quel sujet, que vous soyez élève de troisième, élève de terminale, simple adulte ou bien étudiant du supérieur. Vous choisissez le domaine. Alors, moi, je l'utilise en histoire, géographie, mais on peut l'utiliser en SVT, on peut l'utiliser en littérature, peu importe. On lui dit ce que l'on étudie et la machine pose des questions. Nous, apprenants, on va répondre à la machine, on va se tromper éventuellement, la machine va nous corriger, etc., etc. Et la machine ne nous juge pas, elle est patiente, elle est disponible. Alors, cette idée d'un coach qui est un petit peu derrière le projet du ministère de l'Éducation, de proposer aux élèves de lycée à la rentrée prochaine des coachs d'entraînement. C'est un peu la même idée. Certains voient déjà ce coach être un coach à vie, c'est-à-dire une sorte de petite bestiole qu'on aura sur l'épaule et qui, de la maternelle à la fin des études, sera avec nous, connaîtra nos points forts, saura utiliser les bons exemples pour nous faire comprendre un concept, saura être patient parce que la machine saura qu'on est meilleur en maths qu'en littérature ou le contraire. La machine va apprendre considérablement de nous et se nourrira exclusivement de nos savoirs, de nos capacités, de notre entraînement, de nos erreurs, de notre personnalité. Et ce colossal savoir servira à nous aider à apprendre. Une IA personnelle. C'est, je pense, qu'ont pas mal d'Américains, patrons de grandes boîtes d'informatique en tête. C'est pouvoir nous vendre une IA personnelle. Si vous suivez l'actualité autour des smartphones, l'idée est de rendre les smartphones assez puissants pour qu'une IA puisse se développer en local, avec nos données personnelles. Alors, bien ou mal, je ne sais pas, je vous laisse décider. Alors, est-ce que là, je vais sortir
Est-ce que il y a des choses à préciser? Est-ce que je suis dans les temps? Ouais, un petit peu, pas trop. Oui, il y a des personnes qui vont devoir partir à Ben oui, les 12h30 22. et qui, je pense, aimeraient bien avoir la fin de la Alors, on continue. présentation. Donc tu fais comme tu peux. Continue. F5. Ah, mince. Désolé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, euh, on a une IA qui, pour nous, se place entre le prof et l'élève. On a vu, mais c'est normal, hein, la peur panique de pas mal d'institutions. On a vu Sciences Po, de manière un peu surprenante, décider une interdiction unilatérale, hein, bon, sur laquelle ils sont revenus après. Mais bon. Je pense qu'il ne faut pas répéter les erreurs qu'on a pu commettre il y a 20 ans avec Google et Wikipédia. Euh, sur la peur du copier-coller. Alors moi aussi quand j'étais élève, hein, moi je copiais-collais, mais je recopiais des encyclopédies et les profs n'avaient aucun moyen de savoir ce que j'avais copié-collé. Enfin, on a tous fait ça. Les moines au Moyen Âge, ils compilaient. Beaucoup d'ouvrages sont des compilations. La Fontaine a pillé des auteurs antiques. Enfin voilà, le copier-coller, l'inspiration, elle a toujours été là. Donc essayons d'être peut-être un peu calme et de se dire, voilà, qu'est-ce que l'on veut. Euh, je reviendrai plus tard, mais je crois qu'il est fondamental que les futurs usagers, alors par exemple le monde de l'éducation nationale, mais le monde de la culture, participent au, au débat et disent ce qu'ils voudraient. Si nous ne participons pas, si nous si nous ne disons pas ce qu'on veut, eh bien, ce sont d'autres qui vont décider pour nous. Alors peut-être des entreprises chinoises, des entreprises américaines ou d'autres qui vont bah, voilà, décider. C'est les ingénieurs, c'est les CEO, c'est les PDG des boîtes qui vont dire voilà, comment on va utiliser ces machines et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Donc participer à la réflexion, dire ce que l'on veut, utiliser ces outils, les évaluer, les comprendre, c'est, je crois, absolument fondamental. Euh, alors, la question du prompt, ouais, je pense que là, la question, je vois du côté éducation et de l'enseignement, euh, la question aura plus d'importance que la réponse parce que la réponse va être formulée probablement par une IA, en tout cas va être accompagnée par une IA. Et si l'on se réfère à la méthode scientifique, où le plus important, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Après, les réponses seront ce qu'elles sont. Les réponses de l'expérimentation donneront un résultat. Mais si la réponse est mal posée, si on n'aborde pas le sujet de la bonne manière, clairement, ça ne fonctionnera pas et ça ne servira à rien. Et on doit, nous, revoir énormément l'évaluation. Euh, simplement poser une question et puis donner une note pour la réponse ne fonctionne pas. Il faut vraiment s'attacher aux différentes étapes, à l'évolution, au rapport entre l'élève et euh, sa recherche, son travail, la réponse qu'il va apporter. Est-ce que euh, quel choix il a fait? Qu'est-ce qui pour lui est plus important euh, parmi les réponses qu'il apporte? On doit accompagner l'élève et pas se positionner en tant que sachant. Et j'aime bien une notion un peu ancienne qui est le maître ignorant. Il y a des collègues universitaires qui disent, voilà, moi je donne des questions à des sujets, enfin des sujets à des étudiants, sujets que je ne maîtrise pas. L'idée, c'est pas de me mettre au-dessus de l'élève et de jouer le sachant, de lui apporter un contenu. Non, je veux voir ce qu'il a travaillé et pourquoi, quel choix il a fait. Donc le maître ignorant est peut-être plus enclin à poser de bonnes questions, souvent naïves, mais qui montreront la réflexion que l'élève a eue sur une réflexion, pardon, sur son sujet d'étude. Euh, le vécu d'apprentissage, je vous l'ai mis en orange. Euh, comment cet apprentissage s'est déroulé et toutes les étapes intermédiaires. Alors, peut-être certains d'entre vous se souviennent des TPE en lycée. C'était, je crois, quelque chose d'assez intéressant et qui, là, ça a disparu, puisque sur une année, on accompagnait les élèves, on évaluait les élèves au fur et à mesure des différentes étapes de leur recherche, de leur production, de leurs décisions, des avancées et des reculs qu'ils pouvaient faire sur leur thématique. Et en 6 mois, 8 mois, euh, on n'évaluait pas uniquement le produit final, mais les différentes étapes. L'éducation spiralaire aussi, c'est une notion, peut-être que
vous la connaissez. Il s'agit de revenir régulièrement sur le sujet, en le complexifiant au fur et à mesure, mais de ne surtout pas, tel que parfois on peut être enclin de le faire dans l'éducation, faire un chapitre, un devoir, on oublie. Un chapitre, une évaluation, on oublie. Et les élèves fonctionnent comme ça, ils vont travailler pendant 15 jours sur un sujet, après ils vont avoir l'évaluation et après ils vont évacuer. Ensuite, ils vont travailler sur un sujet en maths, et lorsque en physique on va aborder la même thématique, la même formule, ils seront incapables de faire le transfert d'une discipline à une autre. Donc le travail en silo ne fonctionne pas. L'IA peut permettre d'accompagner et de faire ce travail d'éducation spiralaire. Alors, quid de l'esprit critique, des compétences, des savoirs? Peut-être que vous connaissez ces deux graphiques qui sont assez répandus. Vous avez à gauche les compétences du XXIe siècle pour nos amis québécois, et à droite, une grille d'esprit critique du ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez que les compétences que les Québécois mettent en avant, ce n'est pas apprendre par cœur un cours et le recracher tel quel. Au contraire, c'est résoudre des problèmes. C'est la pensée informatique, c'est la créativité, la collaboration. Tout ça dans la pensée critique. Et pour développer ces compétences-là, on peut utiliser avantageusement l'IA. Regardez dans le cercle orange à droite les compétences que je trouve très intéressantes. La curiosité, l'autonomie, la lucidité, la modestie, l'écoute. On ne peut pas faire une séance d'esprit critique en 1 heure avec un groupe classe et puis voilà, ça y est, c'est fait, j'ai fait mon cours d'esprit critique. C'est pas du tout ça. L'esprit critique, ce sont des compétences, ce sont des capacités qui sont à construire sur le très 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 long terme. Et ça ne peut pas être faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est quelque chose de pratique qui ne tourne pas à vide, qui tourne vraiment sur de l'existant, sur de la réalité. Il faut donc accompagner les élèves et alors, est-ce que la diapo suivante? Non, pas tout à fait. Et travailler avec eux cet esprit critique, les aider à comprendre ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne. On ne peut pas faire l'économie de la technologie qu'il y a derrière. Ce que je vous disais sur comment l'IA peut halluciner, enfin en tout cas l'IA générative peut halluciner, comment elle fait donc des erreurs, comment ça c'est possible. Si on ne comprend pas comment elle fonctionne, on ne comprend pas comment c'est possible. Je me dépêche, je crois qu'il faut que vous partiez, c'est ça, voilà. Alors, les fake news. Les fake news, ok, on est dedans depuis un petit moment, tout le monde cherche des solutions. On a des kits de défense anti-fake news, voilà, il y a beaucoup de dispositifs. Mais est-ce que finalement on ne se trompe pas quand on aborde les fake news? Est-ce que c'est pas plutôt une question de diffusion que de vraiment une question de production? Produire des fake news, c'est pas nouveau. Il y en a eu énormément et depuis des siècles. Est-ce que notre difficulté, elle n'est pas plutôt du côté de la diffusion? Je prends l'exemple là des protocoles des sages de Sion. Tout le monde sait que c'est un faux créé par les services secrets du tsar. C'est un pillage d'un pamphlet anti-Napoléon III. Il y a des parties entières qui sont reprises telles quelles. Mais néanmoins, ça continue à être largement diffusé. Donc, il y a une autre raison. Il ne suffit pas de dire, voilà, ça c'est faux, pour que ce faux cesse de circuler. Voyez aussi la disparition du vol de la Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l'Ukraine, à la frontière entre l'Ukraine et puis la Russie. Eh bien, quelle était la stratégie de la Russie? La Russie a simplement noyé l'information sous des tas d'autres théories tout aussi fumeuses les unes que les autres. L'idée était de noyer. Peu importe que ce soit faux, peu importe qu'on puisse facilement expliquer que cette théorie est fausse, ça ne suffit pas. Là, démontrer qu'une théorie n'est pas crédible, qu'une information n'est pas crédible, n'est pas vraie, ne suffit pas. C'est pas suffisant. Il est plus important peut-être de se poser des questions qui sont peut-être plus nuancées, plus subtiles, mais
pourquoi une information est mise en avant? Quelles sont les valeurs qui sont tricotées derrière? Pourquoi on choisit tel ou tel vocabulaire? Euh, Pourquoi une information vraie peut ne pas être pertinente dans un contexte, dans une situation? Ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles et longues à construire. Euh, c'est- alors, j'aime bien cette manière d'aborder les fake news. Est-ce que ce n'est pas une pathologie de la communication plutôt qu'une conséquence de la production de faux? Ça reste des questions. Mais je trouve que cette manière d'aborder le sujet est assez intéressante. Et j'aime bien aussi le principe du rasoir d'Occam, si vous le connaissez, retournez voir Occam, ou sinon approchez-vous de cette théorie, hein. C'est un moine du XIVe siècle. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il est tard. Mais allez voir le rasoir d'Occam. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Et je pense que c'est ma dernière diapo. Là, on est face à une nouvelle manière de répertorier, d'organiser et d'accéder à l'information. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Il est vraiment essentiel de comprendre comment ça fonctionne, de suivre ce qui se passe, de ne pas regarder ça de l'extérieur, mais d'expérimenter les outils. On vous a présenté plusieurs outils, allez les voir, manipulez-les, évaluez-les, apprivoisez-les. Il faut apprendre à travailler avec. Euh, la- une des peurs, c'est de dire que l'IA va remplacer les hommes. Non, je ne pense pas. L'IA va remplacer les hommes qui ne maîtrisent pas l'IA. Mais, et ces hommes-là vont être remplacés par d'autres hommes qui maîtrisent l'IA. Et la force viendra probablement de l'usage conjoint, enfin du travail conjoint de l'homme et de la machine, et de ces IA. Il faut démystifier le fonctionnement et évaluer les résultats. Alors, peut-être qu'il faut apprendre à coder, je ne sais pas. On peut faire de l'algorithmie débranchée, mais comprendre le langage informatique, c'est l'une des compétences que les Québécois mettent en avant, l'une des 5 compétences. C'est comprendre le fonctionnement, alors j'allais dire intellectuel, mais c'est vraiment pas ça, enfin le fonctionnement technique des machines et de l'IA, le codage, euh, l'algorithmie, la robotique. Le prompt, je vous l'ai dit, et Dorian en a parlé aussi largement. Et puis ce récent rapport de l'UNESCO sur l'IA et l'éducation qui dit il faut prendre part au débat. Il ne faut pas laisser les multinationales ou des universitaires ou des États décider de l'outil que l'on utilisera. C'est quelque chose qui est intimement lié à la culture, puisque les ressources, les données qui alimentent une IA vont imprimer une marque culturelle. Si l'on veut que les données culturelles européennes soient dans les IA, il faut les y mettre. Il faut donc travailler avec des IA européennes et des contenus européens. Et c'est valable aussi pour l'Afrique. Je sais que beaucoup se lèvent en Afrique contre une sorte de colonisation culturelle où les outils viennent de Chine ou bien viennent des États-Unis avec la culture de ces pays-là et qu'il n'y a pas d'IA issus des contenus et des savoirs africains, en tout cas développés en Afrique. Alors, Loïc m'a transmis hier une vidéo, une déclaration de Divina Fromex qui est extrêmement intéressante sur le vocabulaire. Et c'est vrai, je l'ai mis en intro hein, sur le sens du mot intelligence artificielle, mais c'est valable aussi pour prompt, qui est une consigne, et pour tout un tas d'autres vocabulaires qui nous embrument un petit peu, euh, avec un risque de transformer l'IA en un être quasiment humain, avec un petit prénom, on va lui dire il, on va s'adresser à lui. D'ailleurs, je le fais, c'est vrai. Lorsque je parle à l'IA, je lui dis s'il te plaît, je lui dis merci. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, effectivement. Et puis, on parle de développer une culture des sources. Alors, je vous renvoie vers Anne Cordier. J'ai pas mis suffisamment de sources, mais j'ai une diapo sur les sources. Euh, Anne Cordier qui travaille sur les pratiques numériques et qui propose de travailler sur un esprit critique sur le long temps. Et c'est effectivement ce que j'ai essayé de vous dire sur les diapos précédentes. Et j'aime bien l'acronyme EDI, équité, diversité et inclusion. Ce sont des valeurs qu'il faut avoir en tête quand on développe des services, des outils ou des contenus alimentés par l'IA. Il faut travailler sur euh, les valeurs que l'on met dans ces machines qui sont peut-être un peu plus que de simples outils. Euh, alors, dernier point.
J'espère que je ne l'ai pas trop perdu, même s'il est plus de 12h30. Ça, c'est en fait le 150e anniversaire de l'impressionnisme. Et sur l'impressionnisme, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Lorsqu'on invente la photographie, l'objectif de la peinture, c'était essentiellement d'être le plus fidèle à la réalité possible, d'avoir des portraits ressemblants, d'avoir un tableau qui ressemble à la vérité, qui ressemble à la nature. La photo arrive, les peintres sont dégoûtés, on ne pourra pas faire mieux que la photographie. Et malgré tout, cela a permis à la peinture de partir dans toute autre direction, de faire de l'impressionnisme et tous les ismes qui vont arriver au début du XXe siècle, euh, du cubisme, du fauvisme, du futurisme, tous les ismes de la peinture euh, du début du XXe siècle sont nés, je crois, de l'invention de la photographie qui a finalement convaincu les peintres qu'il était peut-être vain d'essayer de représenter la nature le plus fidèlement possible, puisque la photo le faisait bien, alors faisons autre chose. Donc on voit bien ce qu'on est en train de perdre et tout ce qui risque de chahuter, mais on ne voit peut-être pas encore complètement ce qu'on a à y gagner et ce que cela peut nous apporter et nous donner. Et je termine avec juste quelques... Voilà, si vous voulez commencer par lire quelque chose, je ne sais pas si c'est centré, j'ai pas le retour, ce petit ouvrage très très court, 35 pages Ouais, on de voit, Aurélie ouais, Jean, ouais. voilà, algorithme vraiment intéressant. Et puis le site The Conversation, qui est la vulgarisation par des chercheurs. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, vous avez beaucoup de hors-séries qui sortent en ce moment sur l'IA, Bruit International, Le Point, vous avez Epsilon sur les fake news, pour la science sur l'IA. Vous avez aussi, je ne sais pas si je suis encore cadré, une revue qui n'est pas forcément très connue, mais qui est assez Si, on voit, on intéressante, voit. Science et Pseudosciences, par Mm. une association ancienne, qui a des années 60, qui tente de détruire toutes les pseudosciences par des analyses scientifiques proposées par des universitaires français. Et celui-ci est sur l'intelligence artificielle. Voilà, il y en a d'autres, mais... Et je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si c'est passé à l'écran, la une de Courrier International de ce matin sur l'IA qui part en guerre. C'est pour faire écho à ce qui a été dit par Dorian tout à l'heure.